Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au dévoilement de la deuxième édition du magazine 404, organisé par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Je me présente, je m'appelle Khaoula El Khalil et je suis conseillère en recherche au CPRMV et membre du comité de rédaction de cette deuxième édition. C'est donc avec un grand plaisir que je serai votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Avant de débuter, nous tenons à vous communiquer certaines informations utiles afin d'assurer le bon déroulement de l'événement. Tout d'abord, les questions et les commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à les envoyer sur le chat. De plus, un service de traduction simultanée du français vers l'anglais est disponible. Pour l'utiliser, veuillez cliquer sur l'icône qui se trouve en bas, interprétation située au bas de votre écran. Notez aussi que l'événement sera enregistré et sera prochainement diffusé en intégralité sur notre chaîne YouTube. Pour donner le premier coup d'envoi de notre dévoilement, je cède donc la parole à Madame Roselyne Mavungu, directrice générale du CPRMV, qui prononcera le mot de bienvenue. C'est à vous, Roselyne. Merci, Raoula. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que mon équipe et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue au dévoilement de la nouvelle édition du magazine 404. Tout d'abord, nous tenons à rendre hommage aux peuples autochtones qui, bien avant l'établissement des Français, ont interagi les uns avec les autres sur le territoire montréalais et nous célébrons le souvenir des signataires de la Grande Paix de 1701. Ce traité signé à Montréal a établi une paix durable entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération Haudenosaunee. Alors que nous parlerons aujourd'hui d'un meilleur vivre ensemble, l'esprit de fraternité à l'origine de ce traité est un modèle pour nous tous. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes mardi le 16 novembre, une date qui revêt un aspect symbolique puisque nous célébrons ce jour la Journée internationale de la tolérance. Au CPRMV, nous croyons que les actes motivés par des préjugés ou la haine n'ont pas leur place dans notre société. Voilà pourquoi nous faisons continuellement de la prévention à l'échelle provinciale dans le souci d'éduquer, de mobiliser et d'accompagner les Québécoises et Québécois préoccupés par de tels comportements, mais aussi par des situations de radicalisation pouvant mener à la violence. Ceci dit, le magazine 404 s'inscrit dans un des axes prioritaires de notre plan d'action actuel qui vise à asseoir l'expertise du CPRMV en matière de prévention des actes à caractère haineux au Québec. Alors, par l'intermédiaire de notre magazine numérique, nous parvenons à susciter des discussions et des réflexions sur des enjeux clés qui concernent la population dans son ensemble à la lumière des connaissances scientifiques, de témoignages et d'expériences terrain. Après le succès de la première édition l'an passé, qui portait sur la seconde chance, nous avons l'ambition cette année d'amener les lectrices et lecteurs au-delà de la haine et de les encourager à jouer un rôle de premier plan pour que nos espaces réels, comme nos espaces virtuels, soient plus sécuritaires. Cette deuxième édition du magazine 404 est le fruit d'un travail amorcé durant l'été et mené avec plusieurs partenaires et membres de l'équipe du CPRMV. Nous abordons, entre autres, l'importance de promouvoir une approche multisectorielle à la haine, d'ouvrir des espaces de dialogue pour la jeunesse, de faire une différence dans sa communauté, notamment grâce au mentorat et bien plus. Je tiens donc à remercier sincèrement toutes ces personnes pour leur contribution significative et j'invite toutes les personnes présentes à lire l'intégralité des articles sur 404mag.org. Sans plus tarder, je remets la parole à Madame El Khalil pour vous présenter officiellement la deuxième édition. Bon dévoilement. Merci Roselyne. Donc, je vais vous présenter tout d'abord qu'est-ce que le magazine 404. Donc, le magazine 404 aborde vraiment la radicalisation, l'extrémisme violent et les actes à caractère haineux sous un autre angle. Il permet surtout aussi d'ouvrir des espaces de dialogue et de discussion sur des sujets qui sont souvent générateurs de peur et de malaise social. De plus, il propose de démystifier les perceptions erronées sur certaines thématiques sensibles, de faire entendre une pluralité de voix
et d'impliquer surtout la communauté en mettant à contribution la créativité et l'énergie des personnes qui veulent se faire entendre. De plus, il éclaire sur des phénomènes de la radicalisation par des connaissances scientifiques, des témoignages de personnes ayant vécu des actes ou des incidents à caractère haineux et des expériences de terrain. Et enfin, il offre un contenu novateur et facile à partager sur les réseaux sociaux. Pourquoi avons-nous choisi le thème Au-delà de la haine pour cette deuxième édition? Tout d'abord, le Centre pense que résister à la haine nécessite surtout une reconnexion sociale et une participation de tous les pans de la société. Il permet aussi de réfléchir à des pistes d'action, que ce soit au niveau individuel, mais aussi en tant que collectivité, pour contrer ou prévenir la haine. Et il fait écho à l'actualité avec la montée des crimes et des incidents haineux rapportés par la police qu'on a vu durant la dernière année et surtout en période de pandémie. Et enfin, le magazine s'inscrit dans l'orientation du CPRNV en matière de prévention des actes à caractère haineux au Québec. Tout d'abord, pour vous présenter brièvement ce qu'est le magazine 404, le magazine 404 est divisé en 6 sections. Donc, on a l'éditorial ou l'avant-propos, donc de quoi il s'agit, de quoi nous allons parler durant le magazine. Ensuite, on a une section décodage, une section témoignage, une section sur le terrain, une section opinion et une section œuvrant. Dans la section décodage, on va partir chercher, on va interviewer des personnes qui travaillent dans le domaine de la recherche. Donc, ça serait des professeurs universitaires. Et donc, pour cette deuxième édition, nous avons eu l'honneur d'interviewer Barbara Perry et David Morin, que nous allons présenter et qui seront avec nous durant le panel. Ensuite, on a une section témoignages et là, on va chercher, donc ça serait des personnes qui ont été victimes ou qui ont commis par le passé des actes ou des incidents haineux et qui vont venir témoigner. Et pour la section sur le terrain, c'est surtout des intervenants sociaux qui vont nous parler de leur expérience sur le terrain, comment ils font pour aller au-delà de la haine. Donc, on a eu la chance d'avoir Alain Vigneault et Simon Bolduc durant cette deuxième édition. Et ensuite, on a la section opinion. Et là, on va partir vraiment chercher à travers, en demandant les citoyens de nous dire comment on peut aller au-delà de la haine. Et enfin, on a la section œuvrant. Donc là, on va chercher vraiment la créativité des personnes, leur innovation et comment on peut aller au-delà de la haine avec leur créativité. Donc, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être à travers des poèmes, ça peut être à travers des textes qui vont nous faire partager. Ensuite, on va la nouveauté vraiment de cette édition sur le site web, c'est qu'il est entièrement bilingue. Il a été entièrement repensé. Les sections sont vraiment faciles. Le site est vraiment facile à naviguer dessus. Donc, je vous invite fortement à aller checker en fait le 400mag.org et vraiment bonne lecture. Donc, la deuxième édition a été rendue possible grâce à la contribution de plusieurs partenaires au CPRNV, dont 2 d'entre eux sont aujourd'hui présents à titre de panélistes. Je donne donc la parole à Madame Shahad Salman, qui est présidente du conseil d'administration au CPRNV, qui agira à titre de modératrice. Donc, Madame Salman est avocate de formation avec plus de 10 années d'expérience et cofondatrice de l'agence UNA, une agence montréalaise d'impact social spécialisée en relations publiques et gouvernance, qui a pour mission d'aider
les organisations à faire vivre leurs valeurs par le biais d'actions concrètes et inclusives. Madame Salman est aussi fortement impliquée au sein de plusieurs organismes. Elle est d'ailleurs membre du comité sur le profilage racial et social du service de police de la ville de Montréal. Elle est également membre du comité pour les droits de la personne du barreau du Québec et présidente du comité sur la diversité ethnoculturelle du barreau de Montréal, pour ne citer que quelques-unes de ses fonctions. Donc, avant de céder la parole à Madame Salman, n'hésitez surtout pas à envoyer vos questions aux panélistes dans le chat. Le panel sera suivi aussi d'une période de questions. Donc, je cède très vite la parole à Madame Salman. Bonjour à tous. Merci au CPRMV pour cette introduction. Juste un petit disclaimer, mes implications au barreau de Montréal, j'ai fait ça pendant 5 ans. C'est pas actuellement présidente, donc présidente dans il y a 2 ans de ça, donc juste petite précision. Sinon, aujourd'hui, j'ai vraiment un réel plaisir, en fait, d'animer un panel d'experts qui auront beaucoup à nous fournir comme information, mais aussi leur perspective sur le thème. Et donc, j'ai vraiment le plaisir d'introduire Dr. Barbara Perry et Monsieur David Morin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a quand même un panel d'experts, donc je vais vraiment prendre le temps de vous dire qui nous avons autour de la table. Donc, Dr. Barbara Perry est professeure à la Faculté des sciences sociales et humaines de l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario et directrice du Centre d'études sur la haine, les préjugés et l'extrémisme. Elle est auteure de nombreux ouvrages sur les crimes haineux au Canada et travaille actuellement sur la violence anti-musulmane, les crimes haineux envers les communautés LGBTQ, les impacts des crimes haineux et de l'extrémisme de droite sur les communautés. Dr. Perry est souvent sollicité par les décideurs et décideuses politiques, les praticiens et praticiennes et les médias en tant qu'experte en matière de crimes haineux et d'extrémisme de droite. Merci, Dr. Perry, d'être parmi nous. Et nous avons aussi M. David Morin, professeur titulaire à l'École de politique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Ses champs d'expertise et son expérience professionnelle portent sur les questions de sécurité nationale et internationale. Il est co-titulaire à la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent et a cofondé en 2015 l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Il siège à titre d'expert désigné sur le comité de pilotage du réseau francophone de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme de l'Organisation internationale de la francophonie. Excusez, l'acronyme était vraiment long. Enfin, il est membre de l'équipe en gestion de risque et de la sécurité de l'étranger de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire. Donc, Monsieur Simon Bolduc, qui devait aussi être parmi nous, malheureusement, hors de son contrôle, il a dû se désister. C'est certain que son expertise sur la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans aurait vraiment été un atout, mais les urgences, on ne contrôle pas ça. Donc, aujourd'hui, on a vraiment un duo et j'y vais direct dans le sujet. On a un bon 30 minutes d'échange avec eux. N'hésitez pas de poser vos questions dans le chat, encore une fois. Et donc, allons-y directement. Je commence avec ma première question qui n'est pas si simple. Du côté Monsieur Morin, lors de l'entrevue pour le magazine, vous avez soulevé une question fort importante, pas simple. Comment est-ce qu'on s'attaque aux racines de la haine? Donc, on commence direct comme ça, gros. Donc, allez-y, à vous la parole. Merci beaucoup. J'aurais préféré que vous la posiez à Barbara d'abord, celle-là. Mais d'abord, écoutez, juste permettez-moi de remercier le CPRMV pour l'invitation aujourd'hui, de féliciter toute l'équipe, évidemment, de 404 Mag pour leur gros travail des derniers mois pour pouvoir produire le magazine. Et puis, de vous saluer, vous, Madame Salman, bien sûr, et ma collègue Barbara, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver aujourd'hui. Donc, écoutez, sur la question que vous venez de poser à $1 million, en préparant, je me suis permis de commencer. Je vais vous
lire une citation de Nelson Mandela que je ne présenterai évidemment pas, mais qui me semble assez opportune par rapport à votre question. Et dans son bouquin « Un long chemin vers la liberté » que je suggère fortement à tous ceux qui ne l'ont pas encore lu. Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau ou de ses origines ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr. Et s'ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent apprendre à aimer. Car l'amour jaillit plus naturellement du cœur humain que son opposé. Alors même si je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec la dernière partie de la déclaration de Nelson Mandela, je pense que cette phrase explique et résume bien la question de la haine qui finalement est un construit social. Et je crois que attaquer la haine à la racine, c'est se rappeler finalement que la haine a deux volets. Elle a un volet cognitif, c'est l'apprentissage finalement de la haine, c'est donc finalement essayer de construire et de se construire par rapport à un discours haineux, mais il a aussi un volet qui, à mon avis, est très important, qui est le volet émotif, affectif. Et donc, c'est cette interaction finalement entre l'affectif, l'émotif et le cognitif qui fait que quelqu'un pénètre dans un processus de radicalisation et que finalement, il arrive à haïr son prochain. Et quand je dis ça, c'est que c'est très concret, c'est que attaquer la haine par la racine, c'est se souvenir que ces deux dimensions-là interagissent. C'est à la fois travailler sur, évidemment, les conditions de production de la haine en tant que produit social et politique, et donc ça, c'est très, très important, évidemment, de déconstruire les discours haineux, etc., que ce soit en ligne, que ce soit dans le milieu de l'éducation, etc. Mais c'est aussi admettre que la haine n'est pas seulement le produit de l'ignorance, elle est aussi le produit de dimensions affectives qui peuvent être la peur, la colère, qui peuvent être le fait de se sentir déclassé socialement, etc., etc. Et donc, je pense qu'il faut vraiment travailler sur ces deux dimensions, qu'elles soient individuelles et collectives, pour essayer finalement d'adresser la haine au cœur finalement de là où elle plonge ses racines. Donc, c'est un petit peu abstrait, mais ce que ça signifie, c'est que en tant que société, on n'a pas le choix finalement d'attaquer tous les secteurs conjointement, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé psychologique, et en ce moment on le voit avec la pandémie, où on a une résurgence de discours complotistes qui ciblent des boucs émissaires, que ce soit le complot juif, que ce soit les musulmans, les asiatiques, les médias, les gouvernants, etc. On désigne des cibles, et ce discours-là s'enracine quand même dans une certaine peur, frustration liée au contexte, si vous voulez, extrêmement anxiogène de la pandémie. Et donc, je pense qu'en tant qu'acteur, si vous voulez, de prévention de la haine, on n'a pas le choix de travailler aussi sur ces conditions-là en parallèle. Donc, je m'arrêterai là parce qu'on pourrait faire 3 heures sur cet enjeu-là. Mais voilà. Merci. En fait, oui, ça fait juste jeter la table à la conversation. Mais avant d'aller vraiment justement sur les différentes approches, évidemment, on a le goût de poser la même question à Dr. Perry. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Comment est-ce qu'on s'attaque à la haine dans sa racine? Any other ways, not way. Yeah, absolutely. First of all, thank you so much for the invitation, including me in this conversation, in spite of my incapacity in French. So I apologize for that. But also, congratulations on 404. I think this is a really great venue, a great platform to share these sorts of conversations and to invite the conversation as well. I love that you've included that element of sort of sending the question back to your audiences as well. So how do we counter hate at its roots? And I agree absolutely with everything that David has said here in terms of that sort of the structure and the agency, if you will, the way in which our environment shapes our anxieties and our fears. But I think I would add that those anxieties and fears are in fact exploited by those who have some interest in exacerbating
divisions and polarization and all that sort of thing, the fear mongers, the conspiracy theorists, all of those pieces. And so I think, given all that David said and the way that I generally approach hatred is to consider, and this is something that I talked about in the interview, is to consider the importance of multi-sectoral approaches. This is not just a criminal justice problem. This is not just a problem of regulation, obviously. This is not just a mental health problem. Each of those pieces are very important. We do need to regulate hate speech, whether that is, voluntarily within different sectors, or whether that is through state regulation. I mean, absolutely, we do need to put brakes on expressions that are hateful. And I don't just mean, that hurt one's feelings or are offensive, but speech that's dangerous. And our courts have been very clear on what constitutes that line, right? What constitutes hate in that context. So we need to move beyond the regulation, however, because that's a very blunt object. We know that the legislation is not enforced very effectively or very frequently. So what else can we do? And I think we do need to bring all of these pieces together along with the education sector. And I say that not just in terms of educating our youth, but educating adults as well, because adults are just as vulnerable to the messaging that we're seeing right now. I mean, look at the success of the People's Party of Canada, for example, 800,000 votes in the last federal election on an explicitly racist, anti-immigrant, anti-multiculturalism platform, anti-lockdown platform as well. So I think, we need to draw in, political leaders to the conversation. It is a public health issue. I'm just embarking on sort of a project with colleagues here that looks at it explicitly that way, as a public health issue. How do we intervene there? So back to the education, sorry. So obviously in the schools, we need to enhance our curriculum around hate and its opposite, whether that's love or inclusion, however we want to look at it, but also in the broader public, because we are vulnerable to that, right? We do adopt these. And, even thinking about the far right movement, it is an older demographic that's being drawn into that movement now. So we need to think about, alternative ways to engage that demographic. Labor union, right? So the labor movement, rather, there's an important role for them to play, I think, in terms of workplace action, workplace conversations and dialogue. We could go on and list virtually every, I think, key institution and sector across society and think about the ways that they all play a role. The media, obviously, social media and traditional media, newscast, news journalism in terms of the way that it covers hate crime or right-wing extremism or other forms of extremism, sort of more balance there. So again, many ways. There's not a single bullet, silver bullet. There are, I think, multiple, and I hate to use violent metaphors. I don't know why I went down that line, but there are, must be multiple tools, I think, in our toolbox to confront and challenge hate. There's so much sectors. Excusez, je savais que j'allais faire l'erreur. Désolée. Moi, en fait, je pose les questions en français. Pour ceux qui sont là, je vous rappelle qu'il y a de l'interprétation. Comme ça, vous avez accès au canot qui vous convient le plus. Donc, ma sous-question, en fait, j'ai comme le goût, avant de replonger dans le comment, quand vous avez dit une question de santé publique, juste élaborer rapidement, c'est quoi l'angle d'approche à ce niveau-là actuellement? Je sais que vous commencez un projet, mais vraiment, ce serait intéressant de voir quelles sont, en date d'aujourd'hui, les actions auxquelles vous pensez à ce niveau-là. I'm sorry, is that for me? Okay. In terms of public, well, we haven't thought of any strategies at this point. It's really, very early days. But, what do we consider in terms of public health? I mean, we're talking about, the COVID vaccine. What does the vaccine against hate look like in that respect? And I think it really is, part of that. I come back to education. I mean, that is, part of the public health model, right? But I think it's also about, engaging with those who are affected
in terms of those who are the targets of hateful speech and hateful conduct. So this is one area I think we haven't been very effective in terms of providing those supports that are needed. And especially when we think about not just the individual targets, but the community as a whole that's affected. And this is one of the things I really focus on, the community impacts of hate that, you know, are, it is a cancer, right? It does spread throughout the community, that the consequences of hateful incidents on them in terms of increasing the fear, the vigilance, the paranoia, the anxiety amongst the broader community when we've seen, you know, a member or, you know, several members of that community targeted. So I think we need to do a much better job of providing those supports and the capacity and building the capacity and resilience amongst affected communities. But of course, we also need to think about the other side, and that is, you know, the haters themselves. Even if we're thinking about, you know, something as explicit as a hate crime offender, same sort of thing. We have very few programs available for intervening in that sort of context. And I think part of the reason for that is because we aren't using the hate crime legislation to identify people as hate crime offenders. So we're not using the sentencing enhancement legislation, for example. So it doesn't look like there's a need for those sorts of programs. But of course, we know from general social survey data, for example, that there are hundreds of thousands of incidents of hate crime targeting communities, which means hundreds of thousands of perpetrators of those crimes as well. So there is a need to engage not just with the victims and support them, but also with those perpetrators, and to unpack some of those narratives that have informed their behaviors, to, you know, sort of to address some of the emotional issues that David mentioned earlier on. It's also, I think, about more broadly building resilience within broader communities. And so more and more municipalities, for example, are building out not just DEI, diversity, equity, and inclusion programs, but also explicitly sort of anti-racism or anti-hate strategies within those broader plans. And I think that is, you know, that's one of the vaccines, right? That's one of the inoculations at the community level. Oui, plusieurs actions que vous mentionnez. J'ai le goût de un peu tourner aussi la question de votre côté, M. Morin. Vous avez dit il y a l'individuel, il y a le collectif. Dr. Perry, elle a parlé, je ne sais pas, d'un vaccin contre la haine. De votre côté, comment est-ce se concrétise cette approche multisectorielle? Quelle action, mettons, si on prend l'individuel collectif en rafale, sur quoi on est possible de mettre de l'avant, puis amener peut-être la perspective dans votre réponse, celle de la victime, mais aussi de celui qui commet l'acte haineux ou le crime haineux. C'est quoi que les différentes actions de votre côté que vous mettez de l'avant? En fait, je pense que ça dépend de l'objectif qu'on se donne collectivement. Et il faut toujours revenir à ça. C'est-à-dire, je pense, en tant que politologue, quand je regarde l'histoire de l'humanité, la haine est consubstantielle à l'évolution des sociétés. Donc, je crois que malheureusement, elle est comme un agent pathogène qui traîne dans la société et qu'on ne peut pas l'éliminer ou l'éradiquer. La question, en revanche, est de dire comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'elle ne prenne pas trop de place, qu'elle devienne finalement une norme socialement acceptable, que les discours haineux soient banalisés dans l'espace public. Barbara soulignait tout à l'heure certains partis politiques. Et donc, on voit, par exemple, en Occident, pour ne prendre que ce cas-là, qu'effectivement, un certain discours xénophobe, haineux, finalement, s'installe tranquillement dans l'espace public. On le voit chez nos voisins du Sud, et qu'à un moment donné, finalement, il contribue non seulement à donner une certaine légitimité à ces discours, mais à polariser fondamentalement la société. Donc, je pense que nous, notre travail collectif, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'agent de changement, c'est d'éviter finalement que ce qui est finalement une petite vague ne devienne un tsunami et se répande dans la société comme quelque chose de socialement acceptable. Donc, si on se donne cet objectif-là, ça veut dire qu'on est conscient que le risque zéro n'existe pas. Et moi, je pense qu'on ne peut pas malheureusement inoculer un vaccin anti-haine dans la société. Par contre, je pense que, et comme le disait tout à l'heure Barbara, il y a différents champs d'action. La première chose,
c'est qu'on a quand même déjà un code criminel qui nous permet, dans une certaine mesure, de punir des gens qui, effectivement, promeuvent des discours haineux. Mais bon, on sait que l'application de ces lois-là sont quand même pas évidente, mais disons qu'il faut des critères qui sont assez, ou des fardeaux de preuves assez élevés, disons, pour être capable de passer à l'action. En même temps, il y a toujours cette question-là, dans une société où la liberté d'expression est un principe cardinal, donc comment est-ce qu'on trouve une forme d'équilibre entre les deux? Mais je crois, comme le disait Barbara, qu'il y a des gens qui s'enrichissent avec la haine, qu'il y a des gens qui ont des intérêts, que ce soit symboliques, pécuniaires, politiques, à travailler sur ces discours-là, et eux, à mon avis, doivent être imputables. Ça, c'est la première chose. Donc, travailler sur les propagateurs, les entrepreneurs de haine, si vous voulez. Et je pense que là, il y a des choses à faire et on peut donner peut-être plus de dents à nos lois et plus de moyens. Après, il y a évidemment ceux qui adhèrent à la haine. Et c'est là où j'ai tendance à essayer d'aborder ça avec le moins de jugement normatif possible et d'essayer de dire, bon, comment est-ce qu'on essaye de travailler aussi au niveau affectif? Alors, par exemple, les dernières années ont montré que des projets qui fonctionnent, c'est des projets où on met éventuellement ensemble des gens qui seraient plutôt portés aux préjugés avec des gens qui peuvent en être victimes. Alors, sans ici tomber dans l'espèce de modèle de dire on met la victime avec le bourreau, c'est pas du tout ça dont je parle, mais des projets communs où finalement les gens qui ont beaucoup de préjugés, qui sont plutôt prompts effectivement à tenir des discours haineux, voient finalement dans des projets que ce soit le sport, la culture, le milieu professionnel, voient que finalement ils se ressemblent plus que ce qu'ils pensent. Et puis que, effectivement, qu'on en a des objectifs communs, on oublie un peu, si vous voulez, la dimension préjugée. Et puis, tranquillement, je vous dirais, on est plus prompt à se reconnecter sur le plan émotif avec une forme d'humanité. Parce que souvent, derrière la haine, il y a une forme de déshumanisation de l'autre. Et je pense qu'il faut recréer du lien social, il faut recréer de l'humanité entre les gens qui sont le plus susceptibles, finalement, pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons de haïr et ceux qui sont l'objet de cette haine-là. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut essayer d'instiller dans les projets, parce que souvent, malheureusement, on a tendance à prêcher auprès de convertis et donc, dans nos programmes collectifs, à faire de la sensibilisation, des fois auprès de gens qui sont déjà un peu convaincus des bienfaits, si vous voulez, du vivre ensemble. Et notre défi à nous, je pense que c'est d'aller rejoindre les milieux qui sont finalement les plus radicaux, les plus haineux, pour essayer finalement de les désengager de l'agir violent éventuellement. Mais là, on parle d'un autre niveau, on parle même sur le plan de la pensée haineuse. Je ne sais pas jusqu'où on est prêt à aller là en tant que société, mais ce sont des défis importants. J'ai comme le goût de vous demander… Est-ce qu'on a réussi? On voit quand même la discussion sur la haine en ligne ne date pas d'aujourd'hui. C'est quand même une discussion qui a été répandue dans les dernières années. Est-ce qu'on a réussi, parce que vous dites, nous, en fait, on ne pourra pas éliminer la haine, si je comprends bien, mais la contraindre. Est-ce qu'on a un peu réussi? Quels sont les progrès, selon vous, par rapport aux dernières années à ce niveau-là? Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Barbara. Je pense que la situation de la haine et des polarisations sociales, malheureusement, a augmenté. Donc, les statistiques nous montrent quand même plus de signalements des discours, des actes haineux ou des incidents haineux. Alors, est-ce qu'il y a plus de signalements? Est-ce qu'il y en a plus? Quand on sait que de toute façon, c'est sous-documenté et que les gens le signalent finalement assez peu, on peut dire que globalement, le portrait n'est pas très bon. On a vu quand même une augmentation des groupes extrémistes. Barbara parlait tout à l'heure de l'extrême droite. Effectivement, moi, j'ajouterais les mouvements antigouvernementaux, le complotisme, les groupes politico-religieux aussi. Les djihadistes font partie quand même aussi de gens qui propagent la haine. Donc, c'est important de le souligner. Donc, je vous dirais, le portrait social me semble s'être un peu dégradé. Maintenant, si on le replace sur le temps long, il y a quand même moins d'actes de violence politique et de mort aujourd'hui qu'il y a un demi-siècle. Ça, c'est quand même important. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience. Et vous parliez des discours en ligne. Je pense qu'il y a une prise de conscience, au moins que c'est un problème. Et même finalement, les grands groupes, les fameux GAFAM, etc., j'ai l'impression tardivement, certainement tardivement, ont reconnu, commencent à admettre qu'il y a un enjeu ici, qu'ils ont parfois peut-être contribué à créer un monstre et qu'il va falloir qu'on remette le monstre un peu dans sa boîte. Donc, je vous dirais que si on veut être optimiste, il y a une prise de conscience. Maintenant, en revanche, en termes d'action concrète, je trouve qu'il y a encore trop peu de choses qui se font.
Et le défi aujourd'hui est celui vraiment de comment est-ce qu'on rejoint, comme je le disais, les communautés haineuses en ligne, comment est-ce qu'on mesure l'efficacité de nos programmes en ligne, parce que souvent on dit bah oui, on arrive à les rejoindre, mais comment est-ce qu'on fait la preuve finalement que quelqu'un, suite à tel programme, il ne s'est pas radicalisé, il n'est pas passé à l'acte violent, etc. Donc là, on a quand même encore, il ne faut pas se le cacher, beaucoup plus de questions que de réponses. Dr. Perry, c'est quoi de votre côté, votre lecture de la situation actuelle? Est-ce que, comme M. Morin, il n'y a pas de progrès? C'est quoi votre regard là-dessus? Yeah, I think we've made baby steps at best. We're seeing social media companies deplatforming individuals, taking down individual posts rather than individuals, that sort of thing. And so I guess that's progress of a sort. The difficulty is, and this is sort of the double-edged sword and the dilemma we find ourselves in, because the difficulty is then they go on to fringe platforms. They build their own platforms, as Donald Trump has done, right? With his, Truth Social. And so they find other spaces in which to engage in these sorts of narratives where there are no controls, there are no filters, there are no standards. Now, granted, it takes it out of those mainstream platforms, but they're also very loud and very visible, and many people are aware of, Telegram and Gab and all of these other platforms. So people are drawn to them. They're also being drawn in, I think, they start in mainstream in terms of recruitment and grooming to the far right and other extremist fringes as well. They often start in very mainstream chat rooms or, gaming platforms, that sort of thing, and slowly lure people into the darker corners and the darker fringes of the web. So people are still finding their way over to those platforms, which, as I said, go unfettered. And so the language there, the very explicit threats and risks and strategizing. I mean, that's how the events of January 6th were planned in the U.S. was online. So in terms of the online hate, we haven't gone very far. We certainly haven't gone very far in terms of regulation, new regulation, or the application of existing regulation. What else have we done? I think we need to look to, community-based organizations and the work that they've done. The work that, this grand UNESCO chair is doing, absolutely phenomenal work that you're all doing there. And just an aside, we hope to follow very soon with an announcement related to that. That's that sort of work, like the Project Someone, just absolutely incredible work there. Community-based organizations like National Council of Canadian Muslims and Simon Wiesenthal organization and, Crown Corporation, Canadian Race Relations Foundation, all of those pieces are doing incredible programming and interventions. And I think that that's where, where I find hope is looking at the grassroots level organization. If we think back to the summits in the summer, the summit on Islamophobia and on Islamophobia, there's so much to learn from them where, they targeted not just the federal and provincial and municipal government and their role, but also the role that the civil society organizations can play. And I think that that is so important to provide the resources, to provide the infrastructure in which they can continue to do the work that they do. Again, both in terms of supporting targeted communities, but also in terms of disrupting some of those narratives. So I've just recently done some work with the Canadian Council of Muslim Women, for example, on countering cyber hate, which is about, for Muslim women in particular, ensuring their safety online, but also helping them to think about ways to intervene online when they see hate. But many of those strategies can be extrapolated to the offline context as well. So as I say, I think that there is probably a great deal more going on in civil society, perhaps, than in the public sector. Avant d'aller, vous avez beaucoup parlé des personnes qui se créent aussi des réseaux, donc qui s'engagent dans la haine. Avant d'aller dans le pourquoi, je crois que ça intéresse plusieurs des personnes qui nous écoutent. J'ai comme le goût de vous demander une question, je crois, difficile, parce que vous avez tous les deux dit qu'en ligne, nos avancements sont limités. Vous avez dit aussi que la réglementation, au début, c'est peut-être pas la seule solution. Si on parle du sphère de en ligne,
c'est quoi les actions? Oublions, en fait, on n'a pas de contrôle sur la réglementation, donc on fait quoi? Juste si, que ce soit à travers des projets sur lesquels vous travaillez un peu pour voir qu'est-ce qu'on peut réellement faire de concret. Vous pouvez y aller, en fait, je ne sais pas à qui le donner, vous avez toutes les deux des réponses. Je peux commencer. Barbara l'a souligné. Il y a quand même eu des initiatives de déplatforming, notamment de debunking pour ce qui est évidemment la vérification des faits, pour ce qui est du complotisme, etc. pendant la pandémie. Donc, il y a des actions à très court terme qui permettent finalement de perturber les entrepreneurs de haine sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est les couper de la possibilité de rejoindre davantage de membership ou davantage de sympathisants, etc. Donc ça, on voit qu'à court terme, dans une certaine mesure, ça fonctionne. Il faut que les réseaux sociaux prennent leurs responsabilités et ils le font un peu plus qu'avant. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Maintenant, une fois qu'on a travaillé sur l'émetteur, c'est une chose, mais il faut travailler sur le récepteur. Et je pense que Barbara le soulignait, probablement que c'est là où on a beaucoup de travail à faire sur, par exemple, l'éducation numérique. Comment est-ce qu'on se comporte quand on est sur les réseaux sociaux? Effectivement, ça ne concerne pas du tout seulement les jeunes. Quand on regarde les statistiques qu'on a, par exemple, sur le noyau dur des complotistes et puis les menaces en ligne, etc., c'est rarement des jeunes de 15 ans. C'est beaucoup plus souvent des gens qui ont 30, 35 ans jusqu'à 45, 50 ans. Qui parfois effectivement se retrouvent dans des situations de détresse psychologique, etc. Mais donc, si vous voulez, il faut travailler, à mon avis, sur l'éducation numérique, il faut travailler aussi sur l'esprit critique, et là encore une fois, en arrêtant de penser que ce sont que les jeunes qui manquent d'esprit critique. Ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, le défi, et c'est là où vraiment je partage l'idée que défend Barbara, qu'on a déjà beaucoup d'acteurs qui sont impliqués au niveau local, au niveau communautaire, dans les milieux éducatifs, en travail social, etc. Donc, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Il faut finalement recalibrer la machine en donnant à ces gens-là les outils additionnels pour finalement continuer le travail qu'ils font, mais simplement en incluant dans leur boîte à outils des éléments pour contrer les discours haineux, pour prévenir la haine, etc. Donc, je pense que quand on regarde d'où on part, au Québec ou au Canada il y a quelques années et où on est rendu aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été accomplis. Les acteurs pertinents sont mobilisés. Au départ, les gens ne savaient pas trop qui devait faire quoi. C'est en train de changer. Il y a une coordination au niveau du gouvernement du Canada, une certaine coordination au niveau du gouvernement du Québec qui se fait, qui ne se faisait pas avant. Donc, Barbara va travailler dans son domaine, nous, on va travailler, mais maintenant, moi, je sais ce que Barbara fait, Barbara sait ce que nous faisons. Il y a des possibilités de collaboration, etc., avec les milieux communautaires, avec les pouvoirs publics, etc. Donc, je vous dirais qu'on est quand même rendu, en ce qui me concerne, davantage prêt à faire face à la situation qu'on vit à l'heure actuelle qu'il y a quelques années. Ça, c'était pour la touche positive du moment. Donc, plus outillé quand même. Quelque chose à ajouter de ce côté-là, Dr. Perry? No, I think that was well summed up. I think maybe one of the bottom lines, one of the things that I would emphasize, maybe sort of two points, is in terms of that education, right, for the consumers, if you will, of those narratives. I think that one of the things we need to do is sort of emphasize the difference between bystanders and upstanders, right, and encourage people when it's safe to intervene directly, to challenge, and keeping in mind that, I mean, those who are at the fringe, I love your phrase, the entrepreneurs of hate, because those folks at the fringe, it's a struggle. We may never bring them back. I think the key is really, to focus on that mushy middle, the people who are vulnerable to their narratives, and develop those strategies for sort of diverting them. So the audience, when we're upstanders, rather, the audience for that counter messaging is not those folks at the fringe. It's those people, other people, who are consuming those narratives, and sort of engaging them in different kinds of conversations and leading them back rather than allowing them to go unfettered down the dark side, if you will, down that rabbit's hole. The other piece I want to emphasize is, the importance of sort of
public accountability on the part of political leaders. It's been very uneven across the country at all levels, federal, provincial, and municipal, in terms of the ways and the strength, I guess, with which our political leaders have spoken out against that hate mongering, have spoken out against those divisive kinds of narratives and actions as well. So I think we need to demand more of our political leaders for them to intervene in those conversations as well, for them to call it out when they see it, either in speech or in action, and to call it what it is. It's a hate crime. It might be, terrorism. That's a conversation for another day, right? That continuum. But to really name it and to then act on it as well. Évidemment, quand on parle de haine, on ne peut pas l'ignorer dans le contexte de la pandémie. On voit la pandémie a joué un rôle dans la montée des crimes haineux et des incidents haineux. Et d'ailleurs, il y a un rapport statistique de Statistique Canada sur les crimes déclarés par la police et on voit une augmentation de 37%, le niveau le plus élevé en fait depuis 2009. On a beaucoup parlé de comment le contrer, mais parlons de qu'est-ce qui explique en fait ces chiffres-là selon vous aujourd'hui? Allez-y en fait, Dr. Perry. Oh my gosh, how many hours do we have? First of all, let me say that the increase began in 2016, 2017, when we saw an increase of 47% from 2016 to 2017. A bit of a decrease of 13% the following year, up 7% in 2019, and up a further 37% in 2020, at a time when crime went down by 10%. So this is the nature of the problem that we're dealing with. So it is definitely on the increase, and it's not just the federal stats that tell us that. Data from other organizations that collect data, B'nai B'rith and National Council of Canadian Muslims, for example, we're seeing those increases, in multiple spaces. So now I've rambled and have forgotten the question. So why is this happening now? Why do we see it in 2020 specifically? COVID is part of it, but we also have to remember, when we think about the communities that where we saw the increase, it was absolutely the East Asian community, spurned by conspiracy theories around China and China's role in the pandemic, the rise of anti-Semitic conspiracy theories and anti-Semitism broadly. But we also saw a dramatic increase in anti-Indigenous and anti-Black violence during 2020. That COVID was part of that, but also it was a backlash against the Black Lives Matter movement and Indigenous Lives Matter movement as well. So you've actually got, layers of social factors that are creating this groundswell, if you will, of anxiety and hostility and hatred. As for COVID, of course, the hatred there, the hate crime that we're seeing associated with that is a reflection of those stereotypes and those conspiracy theories, some of them that are millennia old. If we think about, the Jewish conspiracy theories, the anti-Jewish conspiracy theories, for example. We also have, the economic anxieties that are part of the COVID experience as well, with job loss. Hundreds of thousands, if not millions, of jobs lost in the first lockdown in particular. Tens of thousands of businesses that went under. We don't know if they'll come back, the jobs or the businesses. And so, we know that there's often a connection between those sorts of financial anxieties and hostilities, scapegoating, if you will, blaming other individuals, other communities. So I think we need to think about this whole constellation of factors that shape that increase. Monsieur Morin, en fait, Dr. Perry parle beaucoup justement des chiffres qui sont en augmentation, mais aussi des chiffres non déclarés.
j'aimerais quand même, il nous reste comme 5-6 minutes, mais peut-être deux sous-questions, parler en fait de l'impact des individus qui vivent justement ces statistiques-là, donc les victimes, donc vraiment les répercussions dans le concret, puis peut-être aussi l'importance de la collecte de ces données, le défi de collecter ces données-là, surtout les gens qui décident de ne pas déclarer ou de passer à autre chose. Donc, vous entendre là-dessus, M. Morin. Je vais répondre à la plus facile des deux, c'est-à-dire la deuxième. L'importance de collecter les données, c'est majeur. C'est-à-dire que, par exemple, on voit que jusqu'à une période assez récente, les corps de police ne collectaient pas l'information sur les incidents haineux. Donc, en ne collectant que l'information sur les crimes haineux, finalement, on avait les crimes graves, etc., ce qui était susceptible de faire l'objet de poursuites, etc. Les incidents haineux, ça nous permet, si vous voulez, quand même d'avoir une espèce de baromètre dans la société et de dire, ah, là, on voit que pour telle communauté, la situation se dégrade, etc., etc. Ou alors, et pour moi, c'est tout aussi important, la perception de la part d'une communauté qu'elle est moins en sécurité, à mon avis, est tout aussi grave que le fait qu'elle soit effectivement moins en sécurité, parce qu'on va moins sortir, on va dire à nos enfants, faites plus attention, on va dire, peut-être que mets pas ton voile si tu sors dehors, peut-être qu'on va dire… Donc bref, vous voyez tous ces exemples-là. Donc, je pense que la sécurité, c'est un sentiment objectif et surtout un sentiment subjectif aussi. Donc, ça, c'est pour moi très, très important. Et alors, on peut aller avoir toute une collecte d'informations. Ça peut aller des attaques terroristes, effectivement, aux crimes haineux, aux incidents haineux, à la dégradation, aux manifestations violentes. On voit que dans l'espace occidental, depuis 5 ans, par exemple, on a un accroissement des manifestations violentes. Donc, ça montre qu'il y a une tension, une colère, qu'il y a une frustration au sein de la société qu'il faut évidemment absolument ne pas essayer de placer sous le tapis. Ça, donc, c'est pour la première réponse sur l'importance de la collecte de données. Sur le vécu des communautés, je pense que la première chose, et je crois que Barbara s'en était fait l'écho tout à l'heure, sur laquelle j'insiste parce que ça me semble fondamental, c'est l'importance de nommer les choses. Quand on nomme les choses, on dit aux gens qui en sont victimes, et on le voit notamment dans toute la question, par exemple, des violences à caractère sexuel à l'endroit des femmes, non, vous n'êtes pas folle. Effectivement, on reconnaît qu'il y a un problème, qu'il y a un problème social, qu'il y a un problème systémique, structurel, appelez-le comme vous voulez, et que donc il existe. Donc déjà, le fait d'être reconnu en tant que victime ne règle pas tous les problèmes, mais c'est au moins une partie du chemin qui me semble fait. Donc ça, c'est fondamental. Et sur le vécu des communautés, je pense que ce qui est fondamental, au-delà du fait de le nommer, c'est de montrer rapidement que des actions sont entreprises. Alors, même si ces actions-là sont plus ou moins efficaces à court ou moyen terme, au moins, il n'y a pas un sentiment d'impunité que ce qu'on vient de vivre reste finalement quelque part dans les nuages et que donc il ne se passe rien. Donc, je pense que ça, du point de vue des victimes, c'est un point essentiel. Et je pense malheureusement souvent que les victimes ne sont pas encore associées suffisamment à la réflexion sur les solutions à mettre en place. Je pense qu'on a encore une politique qui est très un peu sécuritaire, donc centrée sur celui qui commet finalement l'acte ou le crime haineux, etc. Et c'est normal, il faut qu'il fasse face à la musique, comprenez-moi bien, il faut que là, le système de justice fasse ce qu'il a à faire. Mais je pense que souvent, il ne faut pas juste aller voir la communauté 1 ou 2 fois pour obtenir un peu d'informations sur éventuellement des individus, soit qui se seraient radicalisés, soit simplement aller leur faire une tape dans le dos et puis ne plus les revoir. C'est important que les communautés qui sont victimes, toutes les communautés d'ailleurs, je ne parle pas seulement des communautés identitaires, etc. Ça peut être sexuel, ça peut être bref. Donc je crois qu'effectivement, on ne les associe pas encore assez à ces enjeux-là. La dernière chose que je voudrais ajouter peut-être, et puis avant de laisser la parole à Barbara là-dessus, c'est qu'on voit aussi qu'il faut faire attention à ce qu'en matière de prévention, de sensibilisation ou d'éducation, on n'ait pas une approche par la gestion du risque. C'est-à-dire qu'on soit tout le temps en train de dire « il ne faut pas, c'est pas bien », une approche trop moralisatrice ou moralisante, parce qu'on constate qu'en fait, après, effectivement, il y a des backlash. Donc moi, je suis beaucoup plus pour une approche proactive, fondée sur une forme de résilience, mais également sur, finalement, comment ensemble on avance pour faire face à ces enjeux-là, sans être tout le temps dans une approche nous-mêmes anxiogène qui tendrait à dire, écoutez, la situation est catastrophique, ça ne marche pas, voilà les discours qui sont interdits socialement, etc. Donc, je pense qu'il faut amener les gens
à finalement dépasser la haine à partir d'outils individuels qui vont se développer. Je m'excuse, vous m'aviez donné que peu de temps, mais j'en ai pris beaucoup trop, pardon. Non, non, pas de souci. En fait, on savait qu'on n'aura pas assez de temps, mais donc quand on le sait, c'est correct. Justement, juste une petite information sur la question des données. Le 9 décembre prochain, justement, le CPRMV va publier un état des lieux sur la haine au Québec. Donc, encore parmi les travaux justement sur la question, j'ai le goût de terminer sur une question du public, puis c'est une question difficile à nos deux invités. En fait, de toute façon, je pose que des questions difficiles avec peu de temps de répondre aujourd'hui. Mais si vous aviez la question est qu'est-ce qu'on doit faire afin d'avancer la modération du contenu sur Internet, surtout en ce qui concerne la haine? Je sais qu'on en a parlé, mais mettons, je vous dis aujourd'hui, si vous avez une action ou un message à titre individuel et à titre collectif. Donc, en bref, en une ou deux phrases pour chacune, ça serait quoi? Soit quelque chose... let me go first. Okay, I think that I go back to the name it and shame it. I think we put the two together, name it and shame it. And I do have to log off because I have to go to my next presentation, so I have to get my head around that one. But I thank you so much. This was an incredible conversation, and I hope we can continue it at a later date. So thank you all so much, and best of luck with 404. Merci beaucoup, en fait, pour votre participation aussi sur le magazine. Ça a été vraiment un réel plaisir de vous avoir. Je vous laisse déconnecter. Je savais qu'on était serré de votre côté, Dr. Perry. Donc, merci beaucoup pour votre participation, malgré justement le back-to-back que vous devez faire aujourd'hui. Donc, je vous laisse partir. Je laisse les dernières paroles à Monsieur Morin. Justement, allez-y. Avec le un ou deux messages. Shame it and name it, j'aime beaucoup. Donc, allez-y de votre côté, puis on va conclure sur votre note. Sur le plan des discours haineux, il y a deux éléments. Le premier, effectivement, c'est que rendre les gens imputables de ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. Ça me semble fondamental et on s'aperçoit qu'il y a bien des gens qui finalement écrivent sur les réseaux sociaux des choses qu'ils ne diraient pas en face aux individus qui sont en train de cibler. Donc ça me semble évidemment très, très important. C'est la première chose. Et la deuxième chose que moi, je fais, que le seul conseil que je peux donner, c'est de se débrancher des réseaux sociaux. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire, à un moment donné, d'arrêter d'être dépendant d'un outil qui alors, a bien des vertus, mais aussi pose bien des problèmes. Et de plus en plus, que ce soit dans le monde politique, dans le milieu culturel, etc., on voit des gens qui ne vont plus sur les réseaux sociaux individuellement parce qu'ils ne sont plus capables de gérer finalement ce qu'ils y voient, les façons dont ils sont parfois agressés, etc. Alors, vous me direz, le fait de se débrancher des réseaux sociaux ne va pas faire disparaître les discours haineux sur les réseaux sociaux, effectivement, mais il va probablement donner aux gens qui veulent les combattre beaucoup plus de force pour le faire. Merci beaucoup pour votre temps, votre participation au magazine 404. Donc, on vous laisse le public avec la suite. Merci d'avoir suivi ce panel et ne partez surtout pas parce que c'est le moment justement d'aller vers l'annonce des gagnants. Et donc, je retourne à notre modératrice. Donc, à vous la parole. Merci bien. Merci Chad. Donc, le moment est venu de vous dévoiler les textes gagnants de notre concours d'écriture. Donc, dans le cadre de cette nouvelle édition du magazine 404, le CPRMV a lancé pour la première fois un concours d'écriture sur le thème « Au-delà de la haine ». Au total, nous avons reçu 50 textes rédigés par des citoyennes et citoyens âgés de 12 ans et plus, provenant du Québec et de l'international. Le comité de sélection a eu la lourde tâche de sélectionner leur coup de cœur dans la catégorie jeunesse et adultes. Le comité est composé de 3 mentors,
Amani Bra, Nicolas Duguay et Gabriella Manric, impliqués de façon bénévole dans notre programme de mentorat Une présence pour tous, un programme qui est financé d'ailleurs par Sécurité publique Canada et déployé en avril dernier dans l'ensemble du Québec, qui vise à accompagner des personnes traversant des problématiques personnelles en les jumelant à des mentors afin d'éviter qu'elles ne basculent dans l'extrémisme ou la haine. Voici donc les textes qui se sont démarqués parmi toutes les soumissions. Dans la catégorie adulte, nous avons 2 textes ex-aequo rédigés par Jocelyne Groux et Valérie Vidal, intitulés « Mots d'une mère au-delà de la haine et le voile de l'innocence ». Et dans la catégorie jeunesse, c'est Clara Finzi qui s'est distinguée par la profondeur de son texte, qui a pour titre « Havre de paix, surplombant la haine ». Donc, félicitations à nos 2 heureuses gagnantes. Et pour continuer, je vais vous lire leur texte. Donc, on va commencer par Mots d'une haine au-delà de la haine de Jocelyne Groux et Valérie Vidal. Mon œil te voit qui arrive de loin, ma tête pourrait croire que tu es vilain. Si le langage de la peur est l'écouter, puisque tu n'aimes pas mon discours de paix. Tu veux partir là-bas dans la poussière, rejoindre ceux qui se disent des frères et qu'ils possèdent cette vérité que tu cherches, alors tu accroches lorsqu'ils vont à la pêche, leur harne rejoint tes désespérances, déception d'enfance et indifférence, l'oasis brille dans leurs paroles reines et le miroitement te cache leur haine. Mon œil te voit qui admire leur prouesse, sans penser qui sape ta jeunesse, tu avide de sens et de rêves, qui s'écroulent au lever du glaive. Tu voudras leur prouver ta valeur, alors ferais-tu taire tes frayeurs, lorsque leurs vils projets apparaîtront, dans toute la splendeur de leur illusion. L'odeur du sang sera partout, et tu le vomiras à ce monde devenu fou. Entends ma voix de mère qui te supplie, de laisser une lumière éclairer ta nuit. Mon œil te voit issu de ma chair, mon enfant jadis riant et fier. Je te sais bon au fond de ton corps, à moins qu'avec eux ton humanité ne meure. Dans le déclin du jour flotte mon espoir, que mon amour pour toi efface le noir, semé dans ton âme seule et tourmentée, par ces êtres dissus, devenus enragés, au-delà de la haine qui a surgi dans nos vies. Retrouve ta sérénité, je t'en prie. Vois dans la diversité des gens une beauté, plutôt que de les penser ennemis jurés. Mon œil te voit reprendre le chemin de la maison. Ma tête veut croire que c'est pour de bon, puisque ton cœur a enfin su reconnaître que le meilleur de l'humain n'est pas dans la tempête. Donc, merci à Jocelyne. Je vais ensuite lire le texte de Valérie Vidal. Qui s'intitule « Le voile de l'innocence ». Sébastien commençait la maternelle. Il était nerveux parce qu'il ne connaissait personne dans son groupe. En silence, le petit garçon observait sa classe et remarqua des jouets qu'il n'avait jamais vus à la garderie. Cependant, Sébastien savait qu'il devait attendre l'arrivée de son enseignante avant d'aller jouer. Une voix enjouée avec un léger accent français résonna à travers le local. « Bonjour les amis, je m'appelle Madame Fatima. » Madame Fatima était une dame mince, aux yeux sombres et à la peau basanée. Sur sa tête, elle portait un voile de soie qu'elle avait agencé à ses vêtements. Sébastien fut le premier à demander « Madame, qu'est-ce que vous avez sur la tête ?» S'ensuivirent d'autres exclamations. « Vous n'avez pas de cheveux? Est-ce que c'est un drap ?» Madame Fatima éclata de rire. « Ce que je porte, c'est un voile et c'est quelque chose de très important pour moi. » Malgré les interrogations des élèves, Madame Fatima ne répondit à aucune autre question. Elle proposa plutôt à son groupe d'aller s'amuser avec les jouets de la classe, ce que les enfants acceptèrent avec enthousiasme. Les journées s'ensuivirent et les élèves oublièrent le voile de leur enseignante. Toutefois, Sébastien ne pouvait s'empêcher de le remarquer. Il trouvait que Madame Fatima était belle avec ce voile qu'elle agrémentait à la saveur du jour et qu'elle décorait de broches et de barrettes élaborées.
Cette première année scolaire fut ponctuée d'émotions et d'aventures pour Sébastien. Au début de l'hiver, il se tordit la cheville à la récréation. Madame Fatima le serra dans ses bras en attendant l'ambulance. Lorsqu'il retourna en classe après quelques jours d'absence, elle lui remit une carte signée par ses camarades. Après la semaine de relâche, il fut aussi sérieusement réprimandé. Sébastien ne s'entendait pas avec Alexandre, un petit garçon dans son groupe. Alors qu'il se chamaillait, Sébastien le poussa de toutes ses forces. Alexandre tomba au sol et se mit à pleurer, son genou saignait. Madame Fatima arriva et le réconforta. Lorsqu'Alexandre fut amené au secrétariat pour soigner sa plaie, l'enseignant tourna son attention vers Sébastien. Son regard était glacial et Sébastien éclata en sanglots en répondant qu'il était désolé. D'une voix ferme et douce, Madame Fatima lui expliqua que son comportement était inacceptable. Comme conséquence, Sébastien écrivit un mot d'excuse à Alexandre. Lorsque le mot fut donné et les excuses faites, Sébastien se demandait si Madame Fatima le considérait maintenant comme un mauvais élève, mais elle lui ébouriffa les cheveux et lui confirma que cette histoire était terminée. Apprendre était amusant avec Madame Fatima. Elle utilisait la musique ainsi que le dessin pour leur enseigner l'alphabet, et grâce à elle, Sébastien réussit à écrire son nom. Vers la fin de l'année scolaire, Sébastien et sa classe devaient aller au zoo. Lorsque le jour de la sortie arriva, Madame Fatima orna son voile d'une broche dorée en forme lion. Ses élèves le lui firent remarquer en riant. Sébastien et ses camarades s'amusèrent à observer et imiter les animaux qu'ils rencontrèrent durant leur visite au zoo. La sortie se passa sans encombre. Néanmoins, à la fin de la journée, pendant que Madame Fatima ramenait tranquillement son groupe vers l'autobus, ils entendirent quelqu'un crier. Sébastien sursauta. Derrière eux, un homme chauve aux yeux méchants les suivait. C'était la première fois que le petit garçon voyait un adulte afficher autant de haine. Ça l'effraya. L'étranger lançait des insultes et Sébastien réalisait qu'il s'adressait à Madame Fatima. « Christ de voilée, retourne dans ton pays !» Des élèves se mirent à pleurer. Sébastien ne comprenait pas ces paroles, ni la raison pour laquelle il s'en prenait à son enseignante. « Allez les enfants, on se dépêche !» La voix de Madame Fatima tremblait. L'homme les laissa tranquilles lorsqu'ils embarquèrent dans l'autobus. Durant le trajet du retour, Madame Fatima consola les enfants qui pleuraient. Ses mots étaient doux et rassurants, mais son regard fixait le paysage qui défilait. Lorsqu'ils arrivèrent à l'école, la majorité des élèves partirent pour la fin de semaine avec leurs parents. Le père de Sébastien devait venir le chercher, mais il était en retard et Sébastien se retrouva seul avec son enseignante. Madame Fatima essaya de lui faire la conversation, mais son cœur n'y était pas. Elle se frottait les yeux et Sébastien devinait qu'elle avait envie de pleurer, puisqu'il n'était qu'un enfant. Il ignorait les mots qui auraient pu la rassurer. Il se contenta de lui faire un câlin qu'elle lui rendit. Lorsque son père arriva, Sébastien repensa à l'homme et aux insultes. Il ne comprenait pas pourquoi autant de haine pouvait être dirigée vers un simple bout de tissu. Le lendemain matin, Sébastien eut une idée. À l'insu de sa mère, il cacha un foulard fleuri dans son sac. Une fois en classe, il s'empressa de le sortir et de le placer maladroitement sur sa tête. Lorsque Madame Fatima le remarqua, elle pouffa de rire avant de lui demander « Mais pourquoi as-tu ça sur ta tête, Sébastien ? Maintenant, je porte un voile comme vous. Alors, la prochaine fois qu'un monsieur est méchant avec vous, il va voir que vous n'êtes pas toute seule et il va nous laisser tranquilles. » Madame Fatima lui sourit avant de lui enlever délicatement le foulard qu'il avait enfilé. « Tu n'as pas apporté quoi que ce soit pour moi, mais merci d'essayer de m'aider. » Elle prit une pause et lui expliqua « Si tu ne deviens pas comme cet homme, je serai content. J'aimerais juste que les gens acceptent de vivre dans un monde où chacun est libre d'être différent. » Sébastien ne comprit pas sa dernière phrase, mais il savait qu'il ne deviendrait jamais comme cet étranger empoisonné par la haine. C'est en grandissant qu'il se souviendrait avec amusement de cette journée où il avait décidé de porter le voile pour protéger son enseignante. Merci beaucoup à Valérie Vidal. Et enfin, je vais lire le texte de Clara Finzi qui s'intitule « Havre de paix surplombant la haine ».
La tristesse, le chagrin, la peur vivaient partout autour de moi. Vêtue d'une mince robe autrefois jolie, je pouvais presque sentir ces sentiments s'insinuer sous ma peau, me faisant frissonner. Chaque regard que je jetais me revenait chargé de douleur, empreint d'images de ce monde qui n'était plus mien. La souffrance se lisait sur tous les visages que je lornais, qu'ils appartiennent à un aîné défraîchi, à une jeune mère pressant son nouveau-né contre sa poitrine pour essayer d'apaiser ses pleurs, ou même aux enfants qui pour la première fois découvraient ce que la vie leur réservait. Ce monde n'était plus mien. Pareil à un fantôme, je continuais d'errer dans les rues à présent dénudée de tout sentiment heureux. Avant, de délicates fleurs de toutes les couleurs étaient suspendues dans tous les recoins de la ville, et les enfants chantaient et dansaient en chœur. L'amour se trouvait en détour de tous les chemins, et plus d'un adolescent avait succombé à son charme. Tout représentait le bon côté de la vie, remercier l'existence de s'être présentée à nous. Aujourd'hui, la vie n'avait plus le même sens, si elle en possédait encore un. Perdue dans le méandre de mes pensées obscures, je n'avais pas entendu le bruit sourd et répétitif des tambours, ainsi que le zézènement maladroit des violons. Lorsque j'en pris conscience, mon cœur hurla d'indignation. Ce n'était pas parce que nous avions perdu que la musique devait se révéler aussi mauvaise et irritante. Si seulement j'avais ma contrebasse, avec ma sœur au piano et mon instrument, je jouerais de merveilleuses mélodies à faire fendre le plus dur des cœurs de pierre et défierais cette cacophonie. Si seulement nous pouvions tout régler avec la musique. Même si je perdais enfin mon monde, jouirais d'un peu de répit et la souffrance et la haine qui surplombaient notre existence, telle une chape de plomb, seraient allégées. Dommage qui me les avait enlevées, ma sœur et ma contrebasse. C'était comme si on m'avait arraché une partie de mon âme, m'imposant une blessure qui ne voulait pas guérir. Le bruit continuait de martyriser mes oreilles, de la même façon qu'on l'avait fait le concert d'explosions et de coups de feu. Tout autour de moi me laissait un goût amer dans la bouche, que je m'efforçais d'ignorer, comme je le faisais avec la haine. Elle était partout, dans les rues, dans les cœurs des gens, dans le sol que je foulais, partout où se cachait l'amour avant qu'il ne nous ait tous pris. Nos maisons, nos amis, nos rêves, nos vies, l'entièreté de notre existence pour la remplacer par la haine. Pourquoi ? Pour nous montrer leur pouvoir, je supposais, leur supériorité. Ils avaient réussi à tout nous enlever, à l'exception de 2 éléments, les souvenirs et le ciel. Le problème avec les souvenirs était qu'ils engendraient la haine lorsque nous y renvoyions nos rêves et notre passé, à présent remplacés par un néant obscur. La seule chose qui nous restait réellement était donc le ciel. 4 lettres si ordinaires qui, ensemble, formaient un havre de paix indestructible. Un endroit si fabuleux où ni haine ni aucun sentiment malheureux ne pouvait exister. Un lieu si accessible. Seulement, en levant les yeux, on s'y rendait et s'y perdait tout en restant au même endroit. C'était merveilleux, cet endroit lénifiant. Et toi, me désigna grossièrement un soldat sur son doigt potelé, viens donc par ici, avec répugnance. Je m'y résignai en silence. Il me toisait avec froideur, presque dégoût, sans doute faute à la crasse qui s'était collée à ma peau et à mes longs cheveux de jais. Des cernes creusaient mon visage, et la différence qui m'habitait se trouvait dans mes yeux, une étincelle d'espoir. Cachée au fond de mes prunelles en chocolat, des cernes qui n'existaient plus que dans nos souvenirs, elles brûlaient. L'homme continua de me jauger de longues minutes, et lorsqu'il comprit que je ne représentais aucune menace pour son empire, me fit signe de continuer mon chemin. Il avait tort. J'avais de quoi changer le monde et faire basculer l'humanité dans la paix, l'espoir. Une bouffée d'espoir et tout changeait. Il suffisait de regarder le ciel et cette petite étincelle s'enflammait à devenir un énorme brasier qui, accompagné d'autres flammes, réchaufferait le monde, illuminerait le ciel pour l'éternité. Ce ciel si grand, si vaste, si accessible pour tous, présent depuis la nuit des temps, il ne nous avait jamais abandonnés comme l'avait fait la lune, puis le soleil. Jusqu'aux étoiles s'était retourné vers une infinité encore plus grande que la haine qui vivait en nous, incapable de supporter plus longtemps la tristesse et la colère qui nous assaillent. Mais moi, j'avais la solution à la haine, un moyen de tout changer, d'aider pour le mieux de notre avenir.
La haine n'est que l'amour qui s'est trompé de chemin, avais-je jadis lu dans un roman. Ce message n'était qu'encore plus vrai aujourd'hui, et avec le ciel pour m'accompagner dans ma quête, j'étais certaine d'aider pour le mieux monde. Des ailes d'espoir poussèrent dans mon dos, et bâtir ensemble, me projetons vers le ciel. Un halo de paix m'enveloppa délicieusement et me posait délicatement sur un nuage de rêves perdus que je me jurais de réaliser en mémoire à tous ceux qui étaient partis, n'ayant pu résister au poids de la haine. Seul dans cette immensité divine, le ciel, si pur, m'ouvrait les yeux sur l'avenir de mon monde. Je compris en un seul instant que la haine ne pouvait durer. Elle fondrait, comme le faisait la neige au printemps. Seul l'espoir et la paix résisteraient au temps, et à présent le ciel était là, pour nous tous, qui nous aidait à chasser la haine et à faire triompher l'amour. La haine n'est que l'amour qui s'est trompé de chemin. À présent, ne resterait plus qu'à qu'indiquer à la haine le bon chemin. Merci beaucoup à Clara Finzi. Donc, la haine n'est que l'amour qui s'est trompé de chemin. Je tenais à souligner que nous avons été agréablement surpris de la qualité, mais surtout de l'originalité des textes qui ont été soumis. Voilà pourquoi nous avons pris la décision de publier les textes favoris sur le site internet du magazine 404 et sur nos réseaux sociaux, donc restez à l'affût. Et avant de clôturer ce dévoilement, je tenais à remercier toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la réalisation de cette nouvelle édition du magazine 404 et toutes les personnes qui nous suivent. Nous vous invitons à lire les articles en intégralité sur 404mag.org et à les partager. Donc, bonne journée et à l'année prochaine pour une autre édition. Au revoir. When